je vais juste revenir moi sur ma présentation ici. Alors, je vais remonter. Donc, la présentation de Bernard, c'est ici. Normalement, alors, donc ici, voilà. Ah, voilà, tout se passe bien. Je vois Bernard à l'écran. Je n'entends pas encore Bernard. Bonjour tout le monde. Salut Alain. Top, nickel. Quelle transition. Bon, tu me pardonnes pour les 2 petites minutes. C'était le temps de traduire entre belge et français. On a mis un peu plus de temps. Et voilà, c'est tout. C'était un petit peu de translate. Bienvenue Bernard. Bon, bah écoute, sans plus tarder, je te laisse te présenter et je te donne tout de suite la parole. D'accord, ça marche. Est-ce qu'on voit les vidéos et on voit aussi mon écran avec Exact. le diaporama? C'est bon? Oui, pour moi, la réponse est oui. Alors, je pense que alors, on est encore en train de faire des remerciements de Wim sur le chat, donc on n'a pas encore passé à Bernard. Donc, la question de Bernard, c'est est-ce que vous voyez bien la diapositive? Je pense que oui. Hein, donc, s'il y avait quelqu'un qui ne la voyait pas, signalez-le nous. Mais normalement, pour moi, j'ai en contrôle que c'est OK. Tout est OK, me dit-on. Tout est OK. Tout est OK Super, ça marche. à fond. Excellent. Donc, une présentation rapide qui je suis. Bon, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans la finance et le trading. J'ai d'abord été trader pour compte propre après des études supérieures. J'ai fait une école de commerce à Montpellier, Subdeco pour ceux qui connaissent. Maintenant, c'est MBS. J'ai été ensuite recruté début des années 2000 dans un hedge fund parce que j'avais des résultats et que ça commençait à se connaître. Donc j'ai travaillé pour Hermès à Alpha Fund et puis ensuite j'ai changé de fonds, j'ai été trader dans un fonds et je suis très vite arrivé à la direction de ce fonds. Et avec cette expérience, en fait, le plaisir, ça a été de côtoyer beaucoup de traders et de former des traders et de les choisir, etc. Donc c'est vrai que c'était très 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 intéressant. Donc j'ai quitté, on va dire, le milieu professionnel il y a 6 ans. Voilà. Et j'ai pris un peu de temps pour moi pour faire que du trading, donc tranquillement. Et je voulais faire que ça. Très vite, je me suis rendu compte que je m'ennuyais quand même à ne faire que du trading. Donc j'ai décidé de créer une fintech KiwiInvest qui est vraiment orientée bourse. Et on a obtenu un certain nombre de prix puisqu'on a été donc labellisé French Tech à Perpignan. On a obtenu la bourse French Tech auprès de la BPI, notamment pour nos modélisations de prix de marché. Et enfin, on est lauréat du réseau Entreprendre. Donc là aussi, voilà, donc des prix dont je suis assez fier car c'était vraiment un autre métier que le trading. Voilà. Mais ma passion, mon plaisir et l'essentiel de mon temps reste le trading, reste la compréhension des mouvements de bourse et tout ce qui tourne autour de la bourse, des mouvements des prix. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui fait que tous les matins, je me lève très tôt avec le sourire parce qu'on a la chance, lorsqu'on est trader, de faire un métier qui est passionnant, sur lequel on ne s'ennuie jamais. Bref, c'est le pied. Voilà. C'est très compliqué, mais c'est le pied. Donc, voilà. Et je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, Trading de contrat futur et stratégie de marché chez Erol, les deux. Voilà. Et toute petite transition, on était en Belgique à Bruxelles, c'était pas un climat super. Quel temps fait-il à Perpignan aujourd'hui? Je pense que tu dois avoir le ciel sur les fenêtres derrière. Il y a un peu de ciel bleu qui se voit pas trop à l'écran. Il fait quand même froid aujourd'hui. Voilà. Voilà, bon, on est parti, je te laisse la parole. Voilà. Donc écoutez, je vais vous présenter en fait une étude. Alors c'est une étude exclusive parce que voilà, puisqu'on l'a faite avec Winvest, mais en fait c'est une étude que je fais depuis désormais plus d'une dizaine d'années sur les traders et sur le comportement des traders. En fait, j'ai fait cette étude lorsque je formais des nouveaux traders dans les hedge funds où j'étais, et donc notamment lorsque je les suivais après leur recrutement. Et je l'ai continué avec eWinvest en formant des traders individuels, donc non plus des traders pro, mais des traders individuels. Et aussi, je le fais
c'est assez amusant, puisqu'il s'avère que je conseille des gérants de fonds actions, donc des sociétés de gestion donc qui, eux, ont une vision de gérant, donc une vision de long terme, et qui ont donc une approche, une psychologie qui n'a rien à voir avec la nôtre de trader plutôt orienté court terme. Voilà. Donc c'est toujours voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais cette étude depuis très longtemps? Mais en fait, comme tout le monde, je crois, je me pose clairement la question du taux de réussite des traders. Puisqu'après tout, lorsqu'on ouvre une position sur le marché, euh, achat-vente, ben on a en gros une chance sur deux. Donc, soit j'ai tort, soit j'ai raison. Donc, comment peut-on expliquer un taux d'échec ou un taux de réussite aussi faible? On le tourne comme on le veut, alors que on est sur un domaine où a priori on a une chance sur deux. Voilà. Donc j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses et alors, évidemment comme j'ai vécu toutes les problématiques de celui qui essaye de devenir de comprendre le marché, qui croit qu'il va faire fortune très rapidement, puis qui voit très vite qu'il faut qu'il se creuse les méninges de manière différente que ceux qui croyaient pour arriver à son objectif. Donc déjà, je me suis en premier lieu ausculté, psychanalysé, j'ai poussé franchement très loin ma propre introspection. Comment est-ce que j'ai réussi de simple trader individuel à devenir trader pro, recruté dans un fonds? Voilà. Donc, évidemment, j'ai mes opinions, mais je voulais aussi voir, je voulais mettre des chiffres, mettre des faits. J'aime bien toujours mettre des chiffres sur, sur les choses, car je crois toujours que lorsqu'on regarde des phénomènes, il y a toujours un filtre qui provient de nos émotions. Et on le voit évidemment, lorsque l'on est trader, on a nos émotions qui sont toujours là et qui font un filtre avec ce que l'on doit faire. Donc c'est très important, c'est crucial de mettre des chiffres pour être certain que ce que l'on dit est la réalité des faits. Donc voilà. Alors je vous présente cette étude. Alors, elle n'est pas exhaustive dans ce que je vous présente. Je vous présente les principales réponses. À l'occasion, on pourra aller plus loin, le faire plus long sur cette étude si ça en intéresse certains. Ce qui est certain, c'est que je pense que les réponses voilà, nous en apprennent quand même dans beaucoup. Et l'idée, c'est, je vous présente les chiffres et puis ensuite derrière, on essaiera de trouver un certain nombre de réponses pour voir comment sortir justement ceux qui peinent, ceux qui sont en perte, comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre les traders qui sont en gain et surtout qui sont réguliers. Parce que être en gain en trading, c'est bien, mais être en gain 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, ça ne veut rien dire. Être en gain en trading, ça veut dire je suis un trader régulier qui affronte les vagues de hausse, les tempêtes, les vagues de marché qui ne bougent pas, les vagues de marché qui bougent vite. Enfin bref, je suis en mesure de m'adapter au marché. Voilà. Alors, une étude qualitative, ce qui signifie que ce sont des questions-réponses. C'est du sentiment, mais j'ai voulu mettre des chiffres sur les sentiments. Alors, 91% de ceux qui perdent reconnaissent être impatients. Être impatient en ce sens de presser de trader, c'est-à-dire qu'ils allument l'ordinateur le matin et ils veulent trader. Ils sont prêts à aller au combat. Ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve énormément chez ceux qui perdent. Juste un petit peu moins, tout pour ceux qui perdent recherchent un succès rapide, veulent gagner. Succès rapide, veulent gagner, toujours le même sentiment de l'impatience. Un petit peu moins, mais avec des taux quand même très élevés, suivent une méthode, mais suivent une méthode par un effet de mimétisme. Alors on pourra y revenir. C'est notamment toute la problématique des réseaux sociaux. Alors évidemment, là, si je dis ça, je sais que je vais me faire allumer, mais j'aime bien dire ce que je crois et ce n'est pas grave si je me fais allumer. J'ai beaucoup de mal à croire aux problèmes, je ne crois pas que c'est en allant rejoindre des groupes de réseaux sociaux et des groupes divers et variés qui ne réussissent pas que l'on peut soi-même réussir. Voilà.
Donc, un style, une méthode, on y reviendra, il faut que ce soit très personnalisé. En fait, 73% savaient que le trading était très compliqué. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est un fait, c'est acquis. Mais après plusieurs mois, voire plusieurs années d'échecs, ils reconnaissent que même en sachant que c'était difficile, ils avaient sous-estimé la difficulté. Alors, donc maintenant, une étude quantitative, donc là, ce sont des faits, des chiffres. 85% des traders qui sont en perte gèrent mal ou gèrent pas du tout leur risque. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. 82% font plus de 3,8 fois plus de trades que ceux qui gagnent. Donc, ont une fréquence de trade trop importante. Là aussi, je dis les faits. Voilà. Et enfin, 77% utilisent un effet de levier supérieur à 5, donc trop de trade, trop de levier, risque que l'on gère mal. Bon, c'est à peu près le combo qui est idéal lorsqu'on veut échouer en trading. Et enfin, 76% vont travailler avec plus de 6 indicateurs. Là aussi, j'y reviendrai. Allez, le sondage, c'est 7 leçons que l'on peut tirer de tout ça. Moi, la première leçon que je tire, il faut moins trader et mieux trader. Voilà. Il y avait un président français qui nous expliquait qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. En fait, en trading, il faut travailler beaucoup, mais trader moins pour gagner plus. Voilà, ça c'est un fait, c'est une évidence, tout le prouve. Les traders qui gagnent régulièrement, j'insiste bien, régulièrement, dans la durée, sont ceux qui ciblent leurs interventions, qui vont se concentrer sur les bonnes occasions. Pour prendre mon exemple, lorsque je fais day trading, hein, parce que je peux faire du scalping, je peux faire du day trading, je fais du swing trading à plusieurs heures, à plusieurs jours, et je fais de l'investissement à plusieurs semaines, à plusieurs mois. Voilà, mais lorsque je fais du day trading, je dois voir passer une bonne dizaine de trades potentiels jour et j'en saisis 1, 2 ou 3. Autrement dit, je filtre énormément avant de trader. Je filtre énormément. En plus, gros avantage, on apprend le calme, la patience, la maîtrise. Leçon 2, bannir l'effet de levier. Tant que l'on n'est pas un gagnant régulier, il ne faudrait pas être autorisé à faire de l'effet de levier. Voilà. Le point 3, savoir des outils efficaces et simples, c'était pour répondre aux 76% de ceux qui utilisent plus de 6 indicateurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va prendre de renseignements, lorsque l'on trade, on est très concentré, soumis en fait aux émotions, donc on a beaucoup de choses à gérer. Et si on doit analyser en plus tout un tas d'indicateurs, tout un tas de choses, là, plus on a d'indicateurs, plus on a de critères à prendre en compte avant de cliquer et plus on prend mécaniquement, mathématiquement, le risque de commettre des erreurs. Évidemment, soyons clairs, plus vous allez agir à court terme et plus on doit limiter les critères qui nous font rentrer. Bien évidemment que si vous rentrez pour 6 mois, donc on va dire vous achetez une action, on n'est pas à 3 jours près, généralement, si c'est pour rentrer pour 6 mois. Donc, vous avez le temps de passer en revue tout un tas de critères. Si vous êtes en mode scalping, en M1, voire en TIC, si vous devez analyser 10, 12 critères avant de rentrer, la possibilité, la probabilité que vous fassiez une erreur, donc que vous rentriez mal, non pas à cause du fait que vous rentrez mal en fonction de ce que vous voyez, mais parce que ce que vous analysez est trop important et que vous n'avez pas matériellement, émotionnellement, le temps de
l'analyser. Donc, limiter nos outils. Attention, là, je suis bien sur le trading. Il faut bien faire la différence entre voilà, il faut bien faire la différence entre l'analyse et le trading. On peut avoir des analyses exhaustives avec beaucoup d'éléments lorsque l'on analyse le marché, mais lorsque l'on trade, on doit être face à des écrans très allégés, très simples, afin qu'on soit en mesure de prendre la décision de manière rapide. Voilà, c'est essentiel. Ensuite, la patience. Il faut être patient pour trader, ça, vous l'avez compris, moins trader, mieux trader, etc. Mais il faut aussi être très patient pour se former. C'est-à-dire croire qu'une formation qui dure 3 heures, 3 jours ou 3 semaines va faire de vous des traders aguerris, c'est faux. Voilà, je fais de la formation. Les formations que je fais sont des formations long terme de plusieurs mois avec de l'accompagnement. Voilà. Le trading, c'est une affaire de long terme. Bon, donc il faut être très patient et pour trader et pour se former et pour voir loin. Alors, la patience et le trading, soyons clairs, c'est très contre-intuitif. Lorsque je suis venu en bourse, je voudrais faire le malin, vous dire que je suis un trader très calme, très patient, très posé, que je suis arrivé, je me suis dit voilà, je vais avoir 3 ans pour me former, j'ai le temps. Non, non, je voulais arriver, il fallait que le premier jour, je sois très riche. Voilà, j'exagère à peine, mais c'est ça. Et beaucoup de ceux qui viennent en bourse ont ça en tête. C'est une erreur. Il faut être très patient. Donc, la réalité, c'est qu'il faut se dépêcher lentement. Je suis à toi dans 1 minute. Oui, vas-y. Non, c'était juste parce que ça me faisait, je t'écoutais attentivement et ça me faisait penser à un certain pseudonyme sur Pro-AT Univers Bourse. Est-ce que tu te souviens de ce pseudonyme que tu utilisais sur les forums? Zénitude. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'était voilà, c'était tout l'inverse de ce que j'étais à mes débuts en trading. Et j'ai toujours dit, enfin, je le dis toujours, hein, lorsque je forme, lorsque j'ai recruté des traders même pour mes fonds, je leur disais, le trading a fait ce que je suis. C'est-à-dire que j'avais à peu près tous les défauts. Je dis bien, j'insiste, j'étais très impatient, je voulais aller vite, je voulais faire fortune très rapidement. Enfin bref, voilà. Et le trading m'a appris que pour réussir, il fallait me dépêcher lentement. Alors évidemment, me dépêcher lentement, c'est très antinomique, évidemment. Peut-être que c'est très idiot. Non, non, absolument pas. C'est tout sauf idiot. Si l'idée, c'est d'être structuré, d'être calme, il faut comprendre qu'en trading, tout ce qui nous presse, tout ce qui nous fait aller trop vite, nous fait commettre une erreur. Et Alors, dès lors que il y a un trader suisse qui intervient et qui nous dit aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. voilà, nickel, c'est ça. Non, mais c'est ça, voilà. Ça. Et le trading, j'insiste bien, moi c'est le trading, enfin, j'avais une énorme volonté de réussir en trading et donc j'ai énormément travaillé sur ma psychologie, le mental, voir tout ce que je faisais de mal pour réussir. Et si on ne le fait pas, ben on échoue. Donc le trading, c'est un sport de très très haut niveau. C'est pour ça qu'en fait, si on se laisse prendre par ses émotions, on échoue. Voilà. Donc patience, patience, patience. Et là, effectivement, ben, comme a dit ton trader suisse, c'est ça. Ensuite, le point 5, alors là, j'y tiens beaucoup, c'est ce que j'appelle l'acceptation. L'acceptation, c'est qu'en fait, là aussi, il y avait un point dans le sondage, enfin, dans l'étude, donc à très long terme que je mène, les traders qui sont en perte sont les traders qui veulent gagner. Alors là aussi, c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire que je serais en train de prétendre qu'il faut venir faire du trading, mais ne jamais avoir en tête que le gain est important. Ben oui, je vous le dis.
lorsque je trade, lorsque j'ouvre une position, le gain ne compte jamais. J'accepte, j'ai fini par accepter que le résultat du trade que j'ouvre à l'instant T n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse logiquement, voilà, c'est je raisonne en termes de série. Ce qui m'intéresse, c'est la série. Si au bout de 10 trades, 20 trades, lorsque je fais le contrôle, je vois que je m'écarte de ma moyenne de résultats, je commence à m'interroger. Mais le résultat d'un trade unique, d'une occurrence unique, n'a aucune importance. Dès lors que vous allez accepter ça, dès lors que vous allez vous mettre en tête cette vérité, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer, vous serez très calme, car vous n'aurez plus à trafiquer le trade. Parce que souvent, ce qui se produit, c'est, bon, alors là, ça va. J'ai la configuration, j'ai mon stop, j'ai mon objectif, tout va bien. Bon, je suis un petit peu en stress, mais bon, allez hop, j'y vais. Je clique. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça bouge pas, ça va un peu à l'envers, ça revient, je regagne, je repère, je reviens. Et là, le stress commence à monter. On se rapproche du stop. Ah putain, mon stop, finalement, oui, moi je l'ai mis là, mais est-ce que tout le monde ne met pas là? Allez hop, je vais reculer mon stop. Et ça pousse encore. Allez, je vais supprimer le stop. Allez, je supprime le stop. Après, j'ai pris une position. Et si je doublais quand même la position, ça fait 1 semaine qu'ils sont en range. Si je double, la probabilité qu'ils remontent est très forte. Voilà. Donc, puisque dès lors que l'on n'accepte pas le résultat du marché, dès lors qu'on a ouvert une position, ça signifie qu'on met en branle, si je puis dire, des process psychologiques qui vont être en mesure de nous faire commettre des erreurs. Voilà. Je vais moyenner, je vais repousser mon stop, je vais éliminer le stop, bref. Et je vais être en stress puisque le résultat de cette opération est très important. Donc, le seul moyen de devenir un trader réel, c'est de se dire, tu le disais très bien, Alain, zen, j'ouvre une position, j'ai travaillé avant, j'ai fait mes plans de trading, j'ai réagi à un item, une configuration, une stratégie, j'ai cliqué, le job est fini. Alors, une remarque à l'instant, le premier objectif n'est-il pas de ne pas perdre, neutraliser le trade, me dit-on? Le premier objectif du trader n'est-il pas de ne pas perdre, donc de neutraliser son trade? Écoute, c'est une question qui est très intéressante, mais qui va plus loin. Moi, le premier objectif du trader, c'est de gérer son risque. Et gérer son risque, si je pars avec l'idée que la perte est une erreur, non, la perte est consubstantielle à mon métier. Donc, neutraliser la perte, c'est juste impossible. Ça voudrait dire que je rentre, je sais que je vais être en gain. Non. Donc, moi, j'en reste dans je rentre, je gère le risque en fonction de critères établis à l'avance, je connais mon niveau de risque acceptable en fonction de la configuration que j'ai sous les yeux. Donc, j'y vais, je le pose, j'ai fait mon job de trader. Voilà. Donc, le risque, je le gère. Que après, ne pas reperdre, je dirais. Après, moi, j'ai des niveaux qui, alors, c'est en fonction des différentes stratégies, mais on va prendre un exemple tout bête. On va dire, allez, sur du trading en mode scalping où j'ai un stop à 10 points. Dès lors que je suis en gain de 6 points, autrement dit, un risk-reward de 60%, je dis bien sur un mode scalping, un risk-reward de 60% qui est réalisé, reperdre n'est plus une option. À ce moment-là, oui. Donc, à ce moment-là, c'est soit je décide de sortir avec un petit risk-reward, soit j'allège la position en sortant un tiers de
la position, soit je remonte mon stop à 0 pour quoi qu'il arrive ne pas reperdre. Là oui, mais lorsque j'ouvre la position, les termes sont clairs. Ma seule certitude, j'insiste bien sur les termes, ma seule certitude, j'ouvre une position, j'ai une seule certitude, je risque 10 points. Donc 10 points, si j'ai 5 lots avec le CAC, je risque 500 euros. Si j'en ai 10, je risque 1000 euros, etc. Voilà. Donc je connais mon niveau de risque. Je le connais. C'est ma seule certitude. Voilà. Comment reprogrammez-vous votre mental pour trader zen? Alors, j'y travaille depuis 25 ans. Donc, c'est à peu près comme tous les sportifs de très haut niveau. J'insiste bien, rien n'est jamais acquis dans ce métier. On peut, Là on aussi, peut toujours péter les plombs. Tu peux encore péter les plombs aujourd'hui. péter les plombs, c'est très compliqué quand même. Mais lorsque je dis que rien n'est jamais acquis, moi, je prends toujours l'exemple des champions extraordinaires par rapport aux grands champions sportifs, on va dire. Tu vois la différence? Tu as ceux qui prennent la grossette, qui sont arrivés et qui du coup vont avoir en fait un titre de champion du monde. Et puis derrière, tu les verras plus jamais parce qu'ils vont passer tout l'hiver en fait à picoler. Et donc évidemment, lorsqu'ils reviennent, ben, ils sont un peu, voilà, ils sont plus au jus. Et tu as les grands champions, ceux qui sont champions du monde une fois, qui reviennent et qui le ressentent, qui font les jeux, qui le ressentent, etc. Ben, ceux-là, la grosse différence, c'est l'humilité, la remise en question, la remise en cause, ce qui veut pas dire qu'ils peuvent redescendre à zéro. Donc, ils ne vont pas redevenir nuls, ils ne vont pas exploser tout. Mais ils savent que pour rester à très haut niveau, ben, il faut tout le temps se remettre en question. Lorsque je fais des grosses journées, lorsque je fais des grosses semaines, lorsque je fais des gros mois, je me dis toujours, attends Coco, tu es juste trader, tu ne sauves aucune vie, tu n'es pas chirurgien, tu n'es rien. Voilà, je suis très sérieux. Voilà, c'est pas. Il faut être très. Le métier de trader, c'est à la fois un métier où il faut être très sûr de soi, très calme, mais très réactif, parce que si je suis très calme, que je regarde mes écrans zen, la fin de journée, elle est arrivée, j'ai toujours pas cliqué, parce que je suis là, oui, je vais prendre la prochaine occasion. Non, tu vois, il faut pas sombrer entre je suis zen et je suis mou. Tu vois, il faut zen, ça veut dire je suis très réactif, mais très, voilà, j'y suis, voilà, j'y suis. Et donc, de la même manière, alors, je le fais moins, hein, je le dis tout le temps, je suis clair, mais tout ce que je forme, je les oblige à faire un point tous les matins de ce qu'ils ont fait la veille, de là où ils en sont, le matin. Et moi, effectivement, bon, j'ai l'habitude, donc j'arrive très vite le matin, je me sens, parce que voilà, tu as le gros avantage, ça fait 25 ans où franchement, je suis sur les marchés tous les jours. Voilà. Donc, voilà. Et je trade en réel donc, tous les jours. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je me sens très bien. Et euh, tu as des jours, encore aujourd'hui, où je dis, aujourd'hui, je trader aujourd'hui n'est pas une option. Voilà. Je sens que j'y suis pas. Je sens que j'y suis pas. Voilà. Tu peux avoir des problèmes ailleurs. Je suis monté trop dans les tours après des gains. Bon, là, on a eu quand même une année où on a fait quand même des gains assez extraordinaires à la baisse et puis ensuite à la hausse sur quand même des marchés très gentils. Donc, enfin voilà. Donc, si tu montes trop donc, que dans les tours, il faut savoir le dire. Si tu as des éléments extérieurs qui te gênent, voilà, il faut savoir très vite reconnaître et très vite se dire aujourd'hui, niet. Voilà. Aujourd'hui, c'est très rare, mais ce qui m'arrive très souvent, c'est que je me dis, tu ne vas
pas trader avant 9h30, avant 10h, tu vois. Donc me dire, me fixer, voilà. Ben ça, c'est le métier et ça, ben, il n'y a aucun secret. C'est un travail sur soi qui se fait au quotidien et qui doit se faire. Pour ceux qui font des trading, le soir, on fait le point, le matin, enfin voilà, c'est. Et sur la journée, au fur et à mesure des trades, on s'auto-analyse, on continue à voir où c'est qu'on en est, etc. Voilà, c'est un métier. Hein. C'est un métier, c'est clair. Allez, 6, les règles de gestion du risque faciles à suivre. Bon, je vais vite, mais c'est une évidence. Hein. Si vous avez des règles de gestion du risque trop compliquées, trop usines à gaz, ben, évidemment, vous aurez des facilités à vous dire bon, là, c'est trop compliqué, je ne fais pas. Donc, il faut que les choses soient claires. Bam, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Moi, lorsque je décide que je risque sur un swing à plusieurs jours, swing sur futur, donc 5% de la position, c'est 5, ce n'est pas 5,05, c'est 5, voilà, c'est tout. 5, c'est 5, il faut accepter. Et puis enfin, avoir une méthode qui nous corresponde, là aussi c'est un élément qui est clé, puisque franchement, on l'a vu, mais des problématiques qui se posent, c'est que je vois, alors je peux le dire, on va dire des traders de plus de 50 ans, ce qui est désormais dans mon cas, euh, j'y suis, qui se lancent, qui débutent et qui se mettent à faire du scalping, à faire 50 opérations au jour. Voilà. Alors, bon, je sais que là, on est avec WHS, mais j'ai aucun problème. Je dis tout ce que je dis et je sais que, Alain, tu me contrediras pas, enfin, je crois, puisque je pense que tu préfères des traders qui sont là pour très longtemps, donc des clients de WHS qui vont être là pour très longtemps, plutôt que des clients qui vont être là 3 mois et qui, sous 3 mois, auront fait énormément de trades, mais qui vont arrêter le trading puisqu'ils sont sur un mauvais chemin. Voilà. Bah, Et le disons que, scalping, excuse-moi de t'interrompre, Bernard. Oui, effectivement, après, en fonction de votre intermédiaire financier, il y a deux choses à considérer. Est-ce qu'il a intérêt à ce que vous gagnez ou pas? C'est-à-dire, est-ce que, d'une certaine manière, votre partenaire financier est market maker ou n'est pas market maker? Alors, bien sûr, sur les futurs, la question ne se pose pas, tout est transparent, mais sur les CFD, il faut quand même être prudent et faire attention si les intérêts du broker ne sont pas inverses à vos propres intérêts. Je vais juste reprendre la parole encore, je garde la parole un instant pour une longue remarque qui a été postée, donc je vais la lire. Bonjour et merci pour votre intervention. Si je respecte un money management, risque management de 1% de mon capital en perte, mais que ce 1% représente une perte de 15 points et que cette perte n'est pas cohérente avec ma stratégie de trading, que faire? J'ai un exemple, l'habitude de placer le stop en dessous du plus bas de la bougie précédente. Si ce plus bas est égal à 20 points et est plus important que le risk management, que faire? Ma réponse à moi, avant de laisser celle de Bernard, c'est on ne traite pas. Mais je laisse Bernard répondre, bien sûr. ben, tu l'as dit. Enfin, moi, j'en ai deux. Et effectivement, donc, on est bien d'accord, gestion donc, du risque. Moi-même, lorsque je prépare mes journées de trading, j'adapte toujours les tailles des stops en fonction de la volatilité. Donc, il y a des stops larges, il y a des stops pour les stratégies. Donc, il y a des stops différents selon les stratégies que l'on utilise. Et là, bon, donc, typiquement, si j'ai à un moment un stop plus large que ce que je veux, je ne trade pas option 1. Option 2, lorsqu'on trade, comme je fais moi, avec plusieurs contrats futurs, effectivement, on a la possibilité de dire, au lieu que j'en mette 10, j'en mets 7, j'en mets 5, j'en mets 3, j'en mets 1. Voilà. Donc, on a la possibilité, option 2, de jouer lorsqu'on ne travaille pas avec une seule unité, de jouer avec des micros, des lots et sur les CFD. Donc, je ne sais pas si ton trader travaille sur les contrats futurs ou sur les CFD. Sur les futurs, si tu es avec un seul contrat futur, évidemment que c'est compliqué. Si tu es sur les CFD, sauf erreur, Alain,
sur les CFD, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais on peut travailler avec des lots plus réduits. Oui, alors notamment sur le DAX ou le Dow Jones, on va pouvoir travailler à 10 centimes du point. Ça revient effectivement à travailler à ce que disent certains des micro-lots, mais on peut moduler effectivement sa taille de position en fonction de son risque. C'est ce que je passe aussi mon temps à rabâcher, je dirais, chaque fois que je fais du coaching auprès de nos clients. Effectivement, pour ça que j'avais déjà la réponse à ta question, enfin, j'avais déjà la réponse en lisant la question tout à l'heure. Donc, l'idée de cette méthode qui nous correspond pour aller prendre le profil plus de 50 ans, je vais faire 50 trades jour en mode scalping, etc. Enfin bref, il est important de... Hop là, il doit y avoir, voilà, il doit y avoir une ligne. Le trading, il faut regarder ce que l'on fait en fonction de son temps disponible, de son capital, évidemment. Si vous tradez 3 000 euros pour vous amuser, entre guillemets, ou 300 000 euros, évidemment, les objectifs, les ambitions en pourcentage, en levier, en tout ne seront pas du tout les mêmes. Voire la motivation, c'est quoi? C'est un loisir, c'est un plaisir, c'est une activité pour ensuite s'en faire un métier, c'est un moyen de rémunérer votre épargne, c'est un moyen de faire mieux que la banque, ce qui aujourd'hui n'est plus très compliqué. Enfin bref, voilà. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Il faut ensuite prendre en compte sa capacité, la concentration. Est-ce qu'on peut rester concentré demi-heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures? Je ne blague pas. J'en connais qui vont rester très concentrés, donc 2 heures, et qui ensuite vont exploser. Donc ils vont être très bons de 9, 11, et 11 midi, pouf, ils explosent tout. Donc, voilà, il faut apprendre à se connaître, résistance au stress, à la perte et au gain. Donc, autrement dit, ben, on est tous différents, hein. On a tous une aversion au risque, une aversion, une peur, etc., qui est familiale. Enfin, bref, voilà. Il y a là où j'adore mon job aussi, lorsque je discute avec les traders et que j'essaye de les amener vers la régularité, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent venir de très loin, de très très loin. Tu vois, voilà. Il y a le rapport à l'argent. Enfin bref, il y a énormément de choses. Lorsque je vous dis que c'est un métier que j'adore, c'est parce que ça te touche à l'économie, ça te touche à la psychologie, ça te touche au social, ça touche au maths. Enfin bref, ça touche à tout. Juste une remarque, juste une petite remarque. Tu as consommé 2 tiers de ton temps, c'est juste pour t'indiquer qu'il est 10h40 bientôt. Voilà, c'est pour te resituer dans ta présentation. Ok, bon, j'en ai fait à peu près que le quart, je pense. Donc, donc, je te propose qu'on refasse ce prochain webinaire. Allez, et évidemment, le niveau de discipline et de l'émotivité, rapport à l'argent, etc. Allez. Bon, alors, GTAS, quand même, on va en discuter. En fait, moi, GTAS, c'est le fruit de toutes ces réflexions, de tout ce que je vous livre, qui m'accompagne depuis mes débuts, donc il y a plus de 25 ans. L'idée, c'était vraiment de prendre en compte l'ensemble de toutes les problématiques qui se posent à nous, alors qu'on soit trader, qu'on soit un investisseur, swing trader, scalper. Les problématiques sont les mêmes. Après, il y a des outils qui changent et je vous disais, des différences sur la concentration, la réactivité, voilà. Après, selon les profils que l'on a, voilà. Mais les grosses problématiques sont en fait les mêmes. Ce sont des problématiques techniques, des problématiques de gestion du risque et des problématiques liées au mental, à la psychologie, à la discipline. Voilà. L'objectif de ça, c'est avoir une méthode qui va s'adapter à chaque individu. Hein. Ce n'est pas du tout une méthode complète. Si, alors, j'allais citer un nom de trader très connu, Alain, que tu reconnaîtra, qui a travaillé avec un indicateur qui s'élargit, qui machin. C'était avant les années 2000. C'était un des seuls qui écrivait des livres à l'époque. Donc, à mon avis, tu sais de qui je parle. Donc, ce n'est pas une méthode que tout le monde doit adopter. L'idée, c'est la méthode va s'adapter au profil de chaque trader. Ce qui m'intéresse dans une méthode, c'est en fait de gérer les émotions. Tout le monde le sait, nos émotions vont être nos ennemis. Donc, si on veut trader de manière efficace, il faut mettre en place des process, il faut avoir une méthode qui est rigoureuse
mais qui élimine, c'est un peu compliqué, qui limite en fait au maximum nos émotions et surtout nos émotions négatives, celles qui vont venir influencer de manière négative nos actions. Voilà. Alors, GTAS, en fait, c'est ça. L'idée, c'est avoir des ouvertures de position simplifiées. On va avoir des critères très objectifs, très simples. Voilà. C'est pas, oulala, j'ai 25 indicateurs, est-ce que je peux y aller? Non, c'est bam, bam. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Yes ou no. On a une configuration très claire et une validation très simple. Des configurations très spécifiques sur des stratégies que j'étudie, que j'utilise depuis très longtemps, que j'ai décrites pour la plupart dans les livres, des indicateurs propriétaires, on y viendra puisque depuis déjà un certain nombre de mois, on les avait mis sur Self-Invest, mais désormais il y a une nouvelle version qui arrive sur Self-Invest, Alain, et qui sera disponible dans les prochaines séances, dans les prochaines journées, je pense, pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, il y a gestion du risque automatisé. Je vous disais bien, il faut avoir un système simple de gestion du risque. Sinon, on les oublie. On les oublie. C'est très étrangement, lorsqu'on trade, on a un petit peu tendance à oublier sa gestion du risque pour essayer justement de sauver son trade. J'en reviens à l'acceptation. L'acceptation de je clique, j'accepte le résultat. Alors, ensuite, la gestion de position active, c'est quoi tout ça? Alors, la gestion de position active, en fait, c'est en fonction des stratégies que l'on utilise et en fonction du contexte de marché. Alors, pour ça, j'ai développé notamment des modèles quantitatifs et en fait, je tiens tout ça de mes gestions dans les hedge funds, c'est que lorsqu'on gère en fait plusieurs centaines de lots, donc lorsque vous rentrez avec 500, 600 lots futurs, hein, je parle, sur le marché, ben, vous ne rentrez pas. Voilà, il faut réfléchir un petit peu plus, il faut étaler, il faut voir les choses de manière plus large, avec du recul. Et ça oblige à raisonner justement autrement. Et justement, on apprend à gérer toutes les expositions. Là où les traders individuels, justement, plutôt se disent, ben, moi, je vais travailler avec un contrat, que ce soit du CFD ou du futur, ou avec 2, ou avec 5, ou avec 10. Et puis voilà. La réalité, c'est qu'il faut faire varier énormément sa gestion de position en fonction de l'état du marché lorsque je fais l'analyse, mais aussi en fonction de la stratégie que j'utilise, mais aussi lorsque je suis en séance et lorsque j'ai ouvert une position, je vais rentrer, alléger, reprendre, ressortir. Voilà. Donc, gestion de position, c'est aussi très important et généralement, les traders individuels le font très peu. Et puis enfin, ça va être l'idée, c'est d'être sur un système semi-automatisé. Alors, je ne crois pas du tout au système total automatisé parce que tôt ou tard, il se crache, tout le prouve. Là aussi, il y a eu beaucoup de hedge funds qui se sont lancés. Moi, j'ai eu beaucoup de traders algo qui venaient me voir lorsque j'étais directeur de fonds pour lancer des fonds algorithmiques purs. Dès lors qu'on les mettait en test, bon, on voit très vite que ça ne tient absolument pas donc que la route. Mais par contre, du semi-automatisé, c'est très important. L'idée, c'est avoir un système avec moins de stress à l'entrée, moins de stress pour gérer les positions, plus de frustration, et ça c'est très important lorsque l'on trade parce que souvent la frustration c'est je suis mal rentré ou j'aurais dû rentrer trop tôt ou je suis sorti trop tôt ou trop tard. Enfin, bref, le trading c'est souvent une école ou enfin, une école de la frustration. C'est-à-dire que l'on accumule de la frustration tout le temps puisqu'on pourrait systématiquement faire mieux que ce que l'on fait. Lorsque vous rentrez et que vous sortez, il y a eu, si vous êtes à l'achat, vous auriez certainement pu rentrer plus tôt et sortir plus tard
et avec un levier plus fort. Donc, si vous avez eu par exemple un gain de 10, vous auriez pu avoir un gain de 20, de 30 ou de 50 ou de 100. Après coup, en trading, tout est très facile. Donc, c'est une grosse usine en fait à frustration. Et toutes ces frustrations font que je ne gagne pas assez, j'aurais pu gagner plus, ou j'ai perdu, mais j'aurais pas dû. Et si j'avais pas mis le stop, enfin bref, voilà. Tout ça, toutes ces frustrations, tôt ou tard, vont générer des comportements négatifs. Avec GTS, l'idée, c'est on supprime ces frustrations puisqu'on va réagir à des données rationnelles. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de supprimer tout ce qui est émotion négative qui vient nous embêter, nous gêner dans le trading que l'on fait. Je dis bien essayer de supprimer. Voilà. Et puis enfin, là j'insiste énormément aussi sur ça, c'est nous interdire un certain nombre de choses. Souvent, en fait, on croit que trader, c'est trader. Que le trading, c'est je dois chercher une configuration puisqu'il faut que je trade. Non, trader, on l'a bien vu au début avec l'étude, trader, c'est filtrer. Trader, c'est filtrer. Dès lors que je trade, je dois choisir. Dès lors que je dois choisir, ça veut dire éliminer. Donc, en fait, trader, c'est j'attends les bonnes opportunités. Donc, je dois avoir des outils qui m'interdisent de faire. Car je sais que si je rentre là, je prends un risque de mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, là aussi, plus tard, ça va générer des mauvais comportements et derrière, ça va faire que je serai un trader qui va perdre tôt ou tard. Voilà. Donc, j'ai des règles simplifiées qui vont me donner des bonnes habitudes. Honnêtement, et les gens le savent, la grande différence entre les traders qui gagnent et ceux qui perdent, c'est souvent réussir à éliminer les trades qui sont idiots, les trades qui nous coûtent toujours très cher et que l'on va regretter longtemps, les trades qui vont engendrer beaucoup de frustration, justement. En fait, ce sont souvent des trades qui vont démarrer avec une très petite perte, un trade que l'on a fait parce qu'on s'ennuyait, parce qu'on était mal concentré, parce qu'on voulait jouer, on était frustré, justement. Enfin bref, on est agacé, puis à un moment, le truc s'enchaîne et voilà, et ça finit par une grosse perte. Et ça, je peux vous assurer que c'est clé. Voilà. Si j'ai encore 5 minutes, je vais juste alors très très vite, les BSI, les nouveaux BSI qui seront disponibles, ceux-là ne le sont pas encore, donc ne les cherchez pas. Sur la plateforme, on devra faire avec WHS Self Invest et avec Alain un webinaire spécifique sur le sujet. Donc là, je vous les présenterai exhaustivement. Là, j'avais prévu 20 minutes pour vous les présenter. Donc, on prévoit 1h30, je pense. Donc là, je vais les faire en 1 minute 30. Alain, voilà, ce sont 3 indicateurs très simples, vert, rouge, vert, rouge. L'idée, c'est de corriger honnêtement les principales sources de perte, justement les ouvertures qui sont émotionnelles, les ouvertures que je vais prendre avec des critères changeants, des ouvertures à l'envers du marché. Là aussi, souvent, je rentre à l'envers du marché et ça me coûte très très cher. Voilà, donc ne le faites plus, ne le faites plus. Voilà, des ouvertures que j'appelle usine à gaz, trop, non, voilà. Donc, le BSI, il y en a 3, le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme me sert pour rentrer, dire tac, j'y vais. C'est le moment où il faut que j'y aille et il me sert aussi à m'interdire de rentrer à l'envers. Voilà. Donc, autrement dit, s'il est vert, je peux y aller si j'ai en face une stratégie, mais ce n'est pas d'obligation, donc ce n'est pas un signal automatique à l'achat, on est bien clair, c'est une autorisation de. Par contre, s'il est vert, c'est une interdiction de short. Voilà, voilà comment il faut le lire. Voilà le principe, voilà l'idée, c'est de s'inscrire dans un système qui va être semi-automatisé, semi-mécanisé. Le moyen terme, je ne vous l'ai pas mis car je me doutais que je serais short, mais quand même pas à ce point-là. Je vous ai mis quand même le long terme. Le long terme, c'est lui qui va nous donner la tendance de fond. Voilà. Plutôt, alors là, il faudra vraiment le webinaire
très précise sur le sujet, mais plutôt travailler dans le sens du long terme, c'est beaucoup plus intelligent. Et c'est là où l'on va plutôt gagner. Pour ceux qui connaissent l'indicateur S-Trend, qui lui est déjà sur la plateforme WHS, sur la plateforme NanoTrader justement, ou qui ont lu dans mes livres, c'est celui qui remplace le S-Trend justement dans une optique de simplification et de simplicité. Allez, la promesse Alors, des BSI. oui, je te laisse encore là et après, on fait un jeu de questions-réponses. Une minute. La promesse des BSI, ce n'est pas des gains quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un taux de réussite supérieur à, je ne sais pas combien, mais trop. Ce n'est pas un ensemble d'indicateurs miracles. C'est quoi? C'est un trading structuré. C'est moins de stress, c'est plus de régularité. Et juste, je te mets ça et puis je me tais là, tac, 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 voilà. Et ça, on en rediscutera lors du webinaire. Du prochain webinaire. Alors, première question facile pour Bernard. Que veut dire GTAS? Global Trend Analysis System, système d'analyse globale du trend. Alors, allez-vous aborder l'utilisation du pack indicateur GTAS dans Nano? Ben, il l'a abordé, voilà. On fera un On le webinaire fera. dédié à cela. Bonjour, passionnant, bon sens, honnête, différent, pas de filtre dans les propos et d'autant plus instructif dans ce sens. Bon, ben là, c'est plutôt une remarque de satisfaction. Il y avait bien sûr ici, conseilles-tu de mettre des stops physiques systématiques? Conseilles-tu de Euh, mettre des stops physiques systématiques? alors je vais répondre très vite, oui. Voilà. Alors, c'est vraiment rassurant de voir que nous faisons tous les mêmes erreurs. Ce n'est pas une remarque, c'était juste voilà. Et c'est bon, j'ai fini avec les questions. Donc, on a encore, il est 53, hein, donc on peut encore prendre une ou deux questions. De toute façon, je sais que Benoît avait déjà fait un petit aperçu de webcam tout à l'heure, donc je sais qu'il est déjà présent. Oui, Prochain tout à fait. intervenant donc est déjà présent, donc le switch devrait être rapide. Je reprends peut-être un instant, Bernard pourra peut-être poser ces questions, mais je vais juste reprendre un instant la main ici. Voilà, je reprends la main. Pour toujours pareil, je l'avais dit tout à l'heure, la chaîne YouTube de Bernard pour vous y inscrire, hein, donc pour retrouver des vidéos. Notre chaîne, ça sera sur la chaîne WH Self Invest France que seront mis en ligne les vidéos de toute cette journée d'aujourd'hui. Elles ne seront pas ni ce soir ni demain, mais elles le seront le plus rapidement possible. Donc, vous les retrouverez. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner. On vous présentera tout à l'heure le service Investi de 13h à 14h. Là aussi, il y a une chaîne YouTube dédiée. Et il y aura bien sûr les chaînes d'Éric Lefort et de Crescendo Trading. Il n'y a que le prochain intervenant, Benoît, qui va créer, m'a-t-il promis, sa chaîne YouTube très bientôt, parce qu'il est présent sur YouTube, mais au travers de vidéos bourse ou de Self-Invest ou autre. Mais Benoît va très vite créer sa chaîne, donc je ne peux pas faire de publicité pour Benoît tout de suite, puisqu'il n'a pas encore créé sa chaîne. Voilà, donc pour ce qui est du site Self-Invest, bien sûr, vous retrouverez les outils de Bernard donc dès la page d'accueil. Là, vous avez une copie de la nouvelle page d'accueil du site Self-Invest. Donc, si vous étiez habitué au site il y a quelques semaines, vous avez dû trouver qu'il avait changé. Donc, ici, effectivement, sur la partie outils de trading, la colonne de gauche, donc vous retrouvez beaucoup de ressources. 42 propositions, ce sont des propositions comme oui m'en a montré tout à l'heure. Les signaux de trading, ce sont typiquement des critères pour entrer en position, etc. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Alors, les questions. Pourquoi les systèmes auto se crachent alors qu'ils n'ont pas d'émotion? Pour Bernard. Puisqu'en fait, la plupart des systèmes moto se basent sur des données passées. Et il s'avère que le marché, en fait, les cours de bourse, les historiques, en fait, les probabilités en bourse, ça ne fonctionne pas. On l'a bien vu pour les plus anciens, hein, ceux qui ont connu le fonds LTCM, c'était en 1998, si je ne m'abuse, le gros crash. Il y a deux prix Nobel, un ancien directeur de
Goldman Sachs, donc des grosses têtes, des spécialistes, que des modèles mathématiques de fou. Paf, voilà. 3 ans très très bons, 3 ans de résultats très bons, plus de 30% sur 3 ans pour un fonds qui gère plus de 100 milliards de mémoire, c'est fort. Sauf que la quatrième année de 2 mois, il a commencé en 95, si je m'abuse. Donc, que la quatrième année, je crache. Voilà, fini, plus personne. Ils avaient fait sauter le fonds. Donc, pour ceux qui connaissent les maths très rapidement de base, la courbe de Gauss en bourse ne fonctionne pas, puisqu'en fait, la courbe de Gauss est la fameuse cloche, hein, il est comme ça, puisqu'en fait, les occurrences à très faible probabilité ont une très forte incidence de manière statistique. La probabilité qu'on ait en bourse que le CAC chute de 40% entre la mi-février et la mi-mars, c'était une probabilité qui n'existait pas pour tous les modèles mathématiques. Et la probabilité que le CAC regagne 25% en novembre était une probabilité qui n'existait pas. Et la probabilité que ces deux événements se produisent avec un intervalle de 6 mois, elle est de 0,001%. Donc, tous les modèles algorithmiques qui se basent sur les stats et les probas, etc., ben, sur ces systèmes-là, ont de gros soucis. Voilà Ok, pourquoi alors, le trading algorithmique a de gros problèmes. Le vrai trading algo qui fonctionne, c'est celui qui va chercher l'éthique. Voilà, clac, clac, clac. Celui-là, oui. effectivement, dans ce qui avait dû dézinguer LTCM, c'était la fameuse dévaluation du baht thaïlandais en 1997, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est vrai que Russe. Non, non, ça russe. avait beaucoup secoué. Ce sont Alors, les obligations russes, ah le oui, TCL. alors comment gérer l'extraordinaire si ça révèle de l'improbable? Comment croire à l'analyse faite a priori? Autre exemple, comment gérer le flash crack en Globex il y a quelques années? Ça devait Alors, être le 6 mai, là, pour le coup. ouais, alors, on gère toujours donc son risque et on prend les cas les plus extrêmes. Moi, lorsque je gère mon risque, dans mon premier livre, il y a un chapitre qui est consacré à la gestion des crises, au scénario du pire, j'appelle ça, c'est-à-dire imaginer tout ce qui peut se passer. Mais tout ce qui peut se passer, c'est je trade, j'ai le tremblement de terre qui n'est pas au Japon, qui est chez moi. Enfin bref, je dois tout envisager, tout. Voilà, c'est le seul moyen. Après, donc on gère, voilà. Euh, voyons, le flash crack, Alain, on aura un souvenir ensemble. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ce soir-là, il a eu lieu vers 20h de mémoire. Or, j'étais encore devant mes écrans à 20h, car notamment à 20h30, on avait un webinaire tous les deux. Ah, c'est fort possible. C'est Ouais. fort possible. Et donc, j'étais là, je préparais pour tout te dire, j'étais short. Voilà, j'ai mis, voilà, short, je veux dire, sans, voilà. Et tout à coup, je vois le truc qui te se met à dévisser. Voilà. Donc, ben, comment est-ce que tu prévois? C'est que tu as toujours des stops et que tu prévois toujours un risque largement supérieur en te disant si je prends un risque max à 3%, je sais que si j'encaisse 3 fois le risque max que je m'autorise, je survivrai. Autrement dit, ne prévois jamais un truc à 30%. Voilà, enfin, en 30 secondes, comment est-ce que l'on peut, voilà. Toujours se dire, tout est envisageable et juste une phrase, Alain, je sais que je suis en retard, mais juste une phrase. Jusqu'en 2017, vous voyez, je disais à tout le monde, je vais finir avec un très mauvais point sur moi. Je disais, les flash cracks
à la hausse n'existe pas. Ce qui était vrai jusqu'au 24 avril 2017, lundi, sauf erreur, le lundi suivant le premier tour des élections présidentielles françaises, où j'ai vu les yeux dans les yeux le CAC ouvrir sur un gap de 100 points et le CAC futur CAC qui a pris 205 points de mémoire, je vous cite ça de mémoire, en 1 minute 30. 205 points flash crack à la hausse en 1 minute 30. J'imaginais les shorts du vendredi, 300 points sur le futur CAC lorsque vous avez 10 lots ou 100 lots. Je peux vous garantir que ça fait très mal. Voilà. Donc, toujours prévoir tout. Voilà. Merci Bernard. Même ceux auxquels on ne croit pas. Merci Bernard, merci pour cette intervention. Bien sûr, on se retrouvera, on aura le plaisir de te retrouver dans de prochains webinaires qu'on programmera et que vous retrouverez bien évidemment sur le listing de webinaires séminaires du site Self-Invest. Donc, je vais te laisser un petit mot de la fin pour te laisser dire au revoir aux intervenants et je bascule dans la foulée sur Benoît que je sais impatient derrière son ordinateur. Alors, juste un mot donc très rapide. Donc, je passe la main, donc écoute à Benoît. Alain, je te remercie. WHS Self-Invest, je vous remercie. Je suis très heureux que GTS, nouvelle version, soit sur la plateforme. Et excellente journée à tous les intervenants, à tous ceux qui vous suivent. Et vraiment, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci Bernard et à très bientôt.